Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrae & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous recevons le docteur Yoshvin Sanasi qui est chirurgien orthopédique pour aborder la pathologie, c'est-à-dire la maladie de la coiffe des rotateurs et puis surtout l'approche chirurgicale de la coiffe des rotateurs. Docteur Sanasi, bonjour. Bonjour docteur Fischoff, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc nous parlons aujourd'hui de la coiffe des rotateurs. Alors à quoi ça correspond cette coiffe des rotateurs et quelle est son importance dans le fonctionnement de l'épaule ? La coiffe des rotateurs, elle consiste de 4 différents muscles. C'est le suscapulaire, le sous-épineux et ensuite le petit rond. Donc, ces muscles-là, elles servent à bouger l'épaule dans différentes directions. Donc, rotation interne, externe, abduction. Et donc, elles sont très importantes dans le fonctionnement de l'épaule. Ce qu'il faut savoir, ces muscles-là, le bout terminal des muscles, ce sont des tendons. Et ces tendons-là, ils viennent ensemble pour ensuite recouvrir la tête de l'humérus et ça forme une coiffe. Donc, d'où le nom, la coiffe des rotateurs. Donc, on parle de coiffe des rotateurs parce que ces muscles forment comme une espèce de nappe qui recouvre la tête de l'humérus, d'où coiffe des rotateurs. Exactement. Et donc, lorsqu'on parle de coiffe de rotateur, donc on parle de lésions, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on parle de quoi précisément ? Quelles sont les différentes atteintes qu'on peut avoir de cette coiffe des rotateurs ? Déjà, il y a plein de différents types de pathologies pour la coiffe des rotateurs. Du plus simple, comme ce qu'on appelle un impingement, où le tendon elle bute contre l'acromion, qui est l'os qui est suspendu au-dessus de la tête de l'humérus. Donc ça, on appelle un impingement. Il y a aussi des lésions de la coiffe des rotateurs. Ces tendons-là, elles peuvent être déchirés. Ça peut être une déchirure partielle. Ça peut être une déchirure totale, une déchirure massive de la coiffe des rotateurs. Ensuite, il y a aussi des problèmes de calcification dans la coiffe des rotateurs, qui veut dire qu'il y a eu comme une accumulation de calcium dans la coiffe des rotateurs, dans la bourse qui est au-dessus de la coiffe des rotateurs, qui peuvent être extrêmement douloureux. Donc ça, c'est des pathologies qu'on voit très souvent à Maurice, chez les patients qui viennent avec des problèmes de la coiffe des rotateurs. Ensuite, bien sûr, tu as des tendinopathies. Très, très souvent, c'est le sous-épineux qui est le plus atteint. Donc, les patients, ils viennent avec des douleurs assez sévères à l'épaule, ils n'arrivent plus à soulever l'épaule. On peut penser que c'est une déchirure du tendon, mais non, c'est juste une inflammation du tendon et qui peut être traitée simplement avec un peu de kiné, des médicaments et très probablement c'est des patients que toi aussi tu vois souvent pour les traitements. Et est-ce qu'on a une idée un petit peu sur l'épidémiologie de ces pathologies ? Est-ce que ça touche des patients qui sont plutôt jeunes, des patients qui sont plutôt âgés, plutôt des sportifs, des gens sédentaires ? Qu'est-ce qu'on a comme données par rapport à ça ? Il n'y a pas d'âge pour avoir des problèmes à l'épaule. Quand on parle d'une tendinopathie, d'une inflammation du tendon, d'une tendinite, ça peut être n'importe quel âge. J'ai vu des patients qui sont très très jeunes, des sportifs, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui viennent avec des douleurs sévères à l'épaule. Ensuite, quand on parle sur des patients qui ont 40, 50 ans, c'est souvent des gens qui bossent comme des peintres, des maçons, des gens qui se servent souvent de l'épaule, qui font des mouvements, ce qu'on appelle des overhead movements, donc ils soulèvent leurs bras au-dessus de leur tête, très souvent, comme je l'ai dit, chez les peintres. Ensuite, chez les personnes plus âgées encore, les tendinites sont encore... C'est des choses qu'on voit assez souvent parce que avec l'âge, les muscles sont plus aussi forts qu'ils l'étaient avant et ils ont souvent eux aussi des tendinites. Par contre, pour ce qui est de la coiffe des rotateurs, c'est un peu plus rare chez les patients qui sont jeunes. Ça commence souvent à 40, 50 ans. Ce qu'il faut savoir, à 60 ans, si on fait un IRM chez les patients qui ont 60 ans, même si ceux qui sont asymptomatiques, il y a 20%
qui ont des déchirures de la coiffe des rotateurs. À plus de 70 ans, c'est 60% qui ont des déchirures de la coiffe des rotateurs. Et c'est pas nécessairement des patients qui sont symptomatiques. Ils ont des déchirures et leurs épaules fonctionnent normalement. Ils ont absolument rien. Donc, c'est surtout des patients qui ne nécessitent pas d'être traités. Par contre, pour ce qui est de la calcification, pareillement, ça commence sur l'âge de 40, 50 ans, chez des patients qui font souvent de ce qu'on appelle des overhead movements. Ce qui veut donc dire, si je comprends bien, que dès lors qu'on a une lésion de la coiffe des rotateurs, on n'a pas forcément de douleur. Ben non. C'est un exemple dont je me sers souvent quand je vois des patients en consulte, parce que il m'arrive de voir des patients qui viennent déjà avec un IRM qui est fait, qui ont des déchirures de coiffe des rotateurs. C'est ce qu'on appelle un incidental findings, donc ils ont absolument rien. Et c'est des patients qui nécessitent pas d'opération, absolument pas de traitement, peut-être un peu de kiné quelquefois, mais étant donné qu'ils ont des mouvements normaux, ils ont absolument aucune douleur, ils arrivent à dormir le soir surtout, donc il faut rien faire. Très bien, merci. Alors donc, dans le cas de patients justement qui ont des douleurs et qui ont des mouvements perturbés, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de ces lésions ? Souvent des fois, tu sais, quand le patient il va venir en consulte, ils viennent souvent pour des douleurs, et c'est pas des douleurs qui sont durant la journée, parce que durant la journée ils sont assis, ils ont encore de douleur, ils bougent pas l'épaule, ils sont pas douloureux, mais c'est souvent le soir. Le soir, ils n'arrivent pas à dormir. Quand ils viennent me voir, je leur dis, vous arrivez à dormir le soir? Non, j'arrive pas à dormir le soir. Dès que je bouge, c'est extrêmement douloureux. Donc là, déjà, je sais que c'est possiblement quelqu'un qui nécessiterait un IRM. Donc, pour ensuite diagnostiquer une déchirure de la coiffe des rotateurs. Et bien sûr, quand tu as une déchirure qui est massive, une déchirure qui est totale, il y a certains mouvements qu'ils n'arrivent plus à faire. Quand ils sont au repos, eux-mêmes, ils savent absolument pas qu'ils n'arrivent pas à faire ce mouvement-là. Déjà, dans la vie de tous les jours, ils commencent à compenser petit à petit en se servant de l'autre main, de l'autre épaule, où ils soulèvent donc le scapule pour ensuite faire le mouvement. Ils savent pas qu'ils n'arrivent pas à faire le mouvement. Ensuite, quand ils viennent, quand tu fais des tests, et ensuite tu leur dis, mais vous n'arrivez pas à faire ce mouvement, et là ils se rendent compte, ah ouais, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas bien. Alors donc, dans le cas de patients qui présentent donc une atteinte de la coiffe du rotateur, diagnostiquée donc par l'imagerie, quelles sont les options d'abord de traitement non chirurgical? Est-ce que ce sont des patients qu'il faut opérer à chaque fois? Est-ce qu'il y a des alternatives? Quelles sont-elles? Donc déjà, c'est de savoir c'est quel type de déchirure. Est-ce qu'on a une déchirure partielle, une déchirure totale? Est-ce que c'est une déchirure massive de la coiffe des rotateurs? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux voir, c'est est-ce que le patient, c'est quoi les symptômes du patient? Est-ce que s'il est très sévèrement douloureux, il n'arrive pas à bouger ou il n'arrive pas à dormir le soir? Donc, niveau symptômes, donc déjà, type de déchirure, niveau des symptômes, pour ensuite dire au patient, écoutez, vous avez peut-être besoin de plus de médicaments, un peu d'anti-inflammatoires pour contrôler la douleur et faire la kiné si c'est une déchirure partielle. Quelquefois même une déchirure totale où ils sont pas aussi gênés que ça. Donc ça, c'est mon premier réflexe, partir sur la kiné. Si j'ai un patient qui me dit qu'il n'arrive pas à dormir le soir, parce que ça, c'est un peu le signe aussi qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. S'ils n'arrivent pas à dormir le soir, si c'est une déchirure totale ou une déchirure massive, je plus pour l'opération parce que je sais que très probablement la kiné, elle va pas faire grande différence pour ce patient-ci. Ceci étant dit, il y a quelquefois, il y a des personnes âgées, 60, 70 ans qui vont venir et qui, suite à une chute, ils sont extrêmement douloureux, ils sont déchirés, une partie de la coiffe, et on fait un IRM, éventuellement. Ouais, bien sûr, on voit la déchirure, mais chez ces patients-là, si on attend 6 semaines, 2 mois, quelquefois, tu sais, ça se règle d'elle-même. Elles sont nettement mieux. J'ai dû voir 3-4 patients comme ça cette année-ci et initialement, je leur ai dit, écoutez, vous avez une déchirure, peut-être qu'il vous faudrait une opération. Ensuite, on est parti sur la kiné, ils sont revenus 6 semaines, 2 mois après, ils ont été nettement mieux, on n'a pas dû opérer. Donc, qui veut dire que si c'est une déchirure qui est centrée, donc qui n'est pas sur les rebords, l'épaule, elle va continuer à fonctionner normalement et la coiffe, elle va pas se rétracter.
Alors globalement, sans forcément rentrer dans le détail technique évidemment, mais en quoi consiste la chirurgie? Donc on va parler de la déchirure des coifes du rotateur. En quoi consiste globalement cette chirurgie? Quand on parle de réparation de la coiffe des rotateurs, c'est une opération qui est faite maintenant sous arthroscopie, qui veut dire qu'on met une caméra dans l'épaule. Avec cette caméra-là, on arrive à voir les différents tendons, donc les différentes parties de la coiffe, le sous-scape, le sous-épineux, le petit rond, voir quelle partie de la coiffe qui est déchirée pour ensuite partir à la réparer. Donc quand on parle de réparation, qu'est-ce qu'on fait exactement? On met des points de suture, on met des fils, on passe des fils dans le tendon pour ensuite se servir de ces fils-là comme des fils tracteurs pour le ramener le tendon sur son point d'insertion sur l'os. Donc, on met ensuite des encres dans l'os pour ensuite fixer ces fils-là dans l'os et empêcher que le tendon elle redéchire ou qu'elle repart là où elle était avant. Eh bien, très bien, justement, donc pour potentialiser les effets de la chirurgie donc, sur ces patients, est-ce qu'il y a une préparation particulière que le patient doit faire avant? Pour moi, pour mes patients, normalement, il y a une bonne partie qui ont déjà fait de la kiné avant que je parte sur une opération. Sinon, il n'y a pas vraiment ça ne demande pas vraiment de grosses préparations. Ce qu'il faut savoir surtout sur les réparations de coiffe, donc sur les opérations arthroscopie, c'est une opération qu'on fait donc avec le patient en position assise. Donc, dans ces cas-là, il y a des risques un peu plus accrus côté cardiaque. Donc, éventuellement, des patients qui sont âgés plus de 60-70 ans, qui ont des problèmes de cœur, il faudrait qu'ils voient leur cardiologue avant d'être opérés. Mais niveau orthopédique, il n'y a pas vraiment de préparation qu'il faut faire avant l'opération. Mais dans votre expérience personnelle, un patient qui a déjà eu un traitement fonctionnel avant la chirurgie, qui n'a pas conclu évidemment, mais qui a déjà eu cette approche fonctionnelle à base d'exercice ou autre, est-ce qu'il a, quoi qu'il en soit, plus de chances d'avoir un résultat post-opératoire qu'un patient qui viendrait se faire opérer sans avoir préalablement eu un traitement conservateur? Bien sûr, donc quand on parle de patients qui ont déjà été vus donc avant l'opération par un kiné, un chiropracteur, un ostéopathe, ils ont déjà fait des exercices, ils sont, façon de parler, déjà prêts pour l'opération parce qu'ils savent déjà à quoi s'attendre après l'opération en termes de réhabilitation. Donc, bien sûr, ce sont des patients qui vont progresser plus rapidement après l'opération parce que il m'arrive de voir des patients qui ont ce problème. J'ai vu des patients qui ont une déchirure il y a 1 an, qui ont un peu tourné à gauche, à droite, et qui, malheureusement, qui n'ont pas été pris en charge, je vais dire, faut le dire de façon correcte. Et ensuite, à 1 an sans bouger l'épaule, il n'y a plus de muscles. Donc, il n'y a plus de muscles. Et même après une opération, ce sont souvent des patients qui vont prendre bien plus de temps pour récupérer en post-opératoire que les patients qui ont été pris en charge directement par un kiné, par un chiropracteur, un ostéopathe, qui ont fait des mouvements, qui ont eu un travail fonctionnel et ensuite opérés. Souvent, des fois, au bout d'1 mois, 6 semaines, voire maximum 2 mois, ils sont plus ou moins retour à la normale. Ok. Et donc justement, voilà, la période de récupération post-opératoire, c'est ça? Oui. À peu près 6 semaines? Oui, ouais. Non, bon, le protocole, elle parle de 3 mois de réhabilitation en post-op, mais dans mon expérience personnelle, au bout de 6 semaines, 2 mois maximum, les patients sont plus ou moins en retour à la normale. Et donc, ils mettent un attel 4 à 6 semaines. Question de laisser le temps au tendon de reprendre, de souder à l'os, comme on dit. Et ensuite, au bout de 4 à 6 semaines, on commence les mouvements actifs et ils sont plus ou moins retour à la normale, un maximum 2 mois. Donc, lorsqu'on parle de techniques chirurgicales, est-ce qu'il y a des techniques chirurgicales qui conduisent à de meilleurs résultats en post-opératoire que d'autres? Bien sûr, parce que quand on parle d'arthroscopie, c'est une opération, ce qu'on appelle maintenant minimal invasive. Donc, on met une caméra dans l'épaule pour une incision de moins d'1 centimètre. Par une autre incision de moins d'1 centimètre, on passe les instruments, qui veut dire que il n'y a pas de dommage au muscle, il n'y a aucun dommage qui est fait à l'intérieur. On part directement sur le tendon pour la réparer. De ce fait, les résultats post-opératoires sont nettement meilleurs
que de faire une incision et de faire une opération à ciel ouvert. Donc là, on parle de résultats cliniques. Maintenant, sur le risque de complications, est-ce qu'également le type de technique a un impact sur la fréquence des complications? Et quelles complications on parle? Comme toute opération orthopédique, les plus grosses complications sont l'infection et le saignement. Quand on fait une opération à ciel ouvert, il y a bien plus de saignement qu'une opération par arthroscopie. Ceci étant dit, une incision de 5 cm pour 5-6 cm maximum pour une opération à ciel ouvert, ça fait pas beaucoup de saignement. C'est pas une opération qui a beaucoup de complications parce que on n'est pas à côté de gros nerfs, on n'est pas à côté de grosses artères, mais il y a quand même des risques qui sont associés. Premièrement, déjà, on a parlé de l'infection. Il y a des risques qui sont associés parce que quand on tire sur le tendon pour la ramener sur l'os, on peut mettre un peu trop de traction sur le nerf, donc le nerf suprascapulaire d'ailleurs, et tout ça, ça peut causer des complications. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des risques qui sont associés à mettre un patient en position assise durant une opération, surtout les patients qui ont un problème cardiaque. Donc lorsqu'on répare une coiffe des rotateurs, telle que vous l'avez décrit, est-ce qu'on a une idée du taux de succès de cette réparation? Est-ce qu'il y a malgré la technique qui peut être impeccable, irréprochable de la part d'un chirurgien, malgré tout, des échecs? Oui, bien sûr, parce que quand on a une déchirure qui est partielle ou une déchirure qui est totale, mais pas massive, donc quand je parle de déchirure massive, ça veut dire que tous les tendons peuvent être déchirés. J'ai eu des patients où ils se sont déchirés tous les 4 tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, si on a des tendons qui ont été déchirés, rétractés et que ça fait un certain moment, là, on parle de taux de succès de 70%, 60%, 70%. Et ce taux de succès, elle va diminuer avec l'âge, avec un âge qui augmente. Donc, plus le patient est âgé, plus le taux de succès, elle va être bas. Ça, c'est la première chose. Déjà, quand on a une déchirure partielle, c'est 95% de taux de réussite de l'opération. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle le ROI score, donc ROHI. Donc, ce système, elle permet de dire au chirurgien, déjà, en prenant en considération donc l'âge du patient, la rétraction du tendon, est-ce qu'elle est à côté de l'os, de l'humérus, est-ce qu'elle est au niveau de la glène, c'est quoi le rétraction? Est-ce que c'est à 2 cm, 3 cm de là où elle doit être? Donc, le niveau de rétraction, l'âge du patient, le niveau de graisse, bien sûr, comme tu as dit, dans le tendon, tout ça, prendre tout ça en considération pour ensuite donner le pourcentage plutôt de réussite post-opératoire. Parce que si déjà avant l'opération, on peut dire au patient, écoutez, le tendon est rétracté, il y a tel problème, je pense que il y a des risques que ça ne marche pas. Déjà, le patient, il sait, le chirurgien, il peut se préparer en cause pour ensuite, peut-être ceci avec une autre technique qu'on peut parler tout à l'heure. Donc, il y a tout ça qui doivent être pris en considération. Et comme tu l'as dit, ça ne marche pas nécessairement tout le temps, même si la technique chirurgicale, elle peut être impeccable. Donc alors justement, lorsqu'on a affaire à des patients candidats, qui sont de mauvais candidats au niveau du pronostic de la chirurgie habituelle, soit encore une fois parce que la coiffe est trop dégénérée, parce qu'on a une involution graisseuse ou ce type de choses, ou une rétraction trop importante de la coiffe des rotateurs, à ce moment-là, quelles options est proposées aux patients, sachant qu'il a déjà eu un traitement conservateur? Ces patients-là, déjà, c'est de leur parler, de leur expliquer qu'il y a des chances que ça ne marche pas, mais ensuite, c'est aussi il y a maintenant de nouvelles techniques dont on peut se servir, donc prendre une partie du tendon du biceps, qu'on va un peu amincir et aplatir, et venir réparer donc le bout de tendon qui manque plutôt. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Ou sinon, sur des patients qui ont des déchirures massives avec des tendons qui sont complètement rétractés, qu'on va absolument pas pouvoir ramener, malheureusement, côté opération, c'est une chirurgie prothétique, donc faire ce qu'on appelle un reverse shoulder, donc une prothèse d'épaule où on va retirer la tête de l'humérus et la remplacer
par une prothèse. Et donc, parfait. Donc, par rapport à ces techniques alternatives intéressantes, par rapport à ce greffon de biceps qui est utilisé, est-ce qu'il y a d'autres innovations récentes actuellement ou des recherches sont prometteuses dans ce domaine de la chirurgie de la coiffe du rotateur? Dans le domaine de l'orthopédie, quand on me parle d'innovation, je dis toujours il faut faire attention parce que je dis toujours il y a des modes dans l'orthopédie et on est souvent guidé par les laboratoires médicaux qui nous disent ouais telle chose est meilleure que d'autres choses, mais ensuite c'est de voir les résultats et que ces produits ont en général. Donc maintenant pour la réparation des coiffes des rotateurs, on a des implants qui sont de mieux en mieux. Donc des ancres, parce que quand on met des ancres dans l'os, l'encre elle peut sortir. Quand on met des fils dans les tendons, le fil elle peut couper le tendon. Donc effet, ce qu'on appelle un effet à couper le beurre. Il y a tout ça qui petit à petit, avec des implants qui sont de mieux en mieux sur le marché, donc on arrive à réparer des coiffes qui sont un peu plus rétractées. On arrive à avoir des meilleurs résultats avec des implants qui sont de mieux en mieux. Mais quand on parle de nouveau, de ce qui va venir dans le futur, c'est surtout des substituts pour remplacer le tendon, pour remplacer des déchirures massives. Donc, je sais pas si tu sais ça, il y a maintenant des compagnies maintenant qui font des implants, des greffes à base de cellules humaines qui sont grandies en laboratoire. Apparemment, ils s'en servent même en Ukraine maintenant, chez les blessés de guerre. Donc, éventuellement, je pense que ça va être le next step pour la réparation de la coiffe des rotateurs. Donc, des greffes, des implants à base de cellules humaines qui sont grandis en laboratoire pour ensuite venir coudre sur ces tendons qui sont sévèrement rétractés. Très bien, parfait. Donc on a beaucoup parlé de chirurgie, qui reste, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un message qui est important, une solution qui est proposée quand le reste ne fonctionne pas, et toujours par rapport à la clinique du patient, c'est-à-dire par rapport à ses symptômes et non pas par rapport à ses images. Mais pour rester positif, quels conseils on pourrait donner aux patients pour prévenir justement les lésions de la coiffe des rotateurs? Souvent, des fois, je veux dire à Maurice surtout, les patients ils vont venir voir un médecin quand c'est trop tard, quand ils sont extrêmement douloureux, quand ils n'arrivent plus à dormir le soir. Souvent, des fois, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de partir vers une opération. Le patient, s'il a un peu de douleur, s'ils n'arrivent plus à dormir le soir ou peu importe, s'ils n'arrivent plus à se servir de leur épaule comme ils le faisaient avant, c'est de voir un kiné, un chiropracteur, un médecin qui va poser le diagnostic et ensuite commencer un traitement de sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à la chirurgie. Et ça, c'est quelque chose que je vois qui malheureusement à Maurice, souvent des fois les patients ils viennent quand c'est trop tard et bien sûr, moi en tant que chirurgien, je vais m'opérer, donc c'est pas un problème, mais pour le patient, si on arrive à traiter un patient de façon conservatoire sans avoir recours à l'opération, tant mieux. Quand tu vois des patients, souvent des fois, ils ont pas donc une vie sportive, une vie active, donc ça c'est un problème aussi. Souvent des fois, les patients ils arrivent, ils sont très sévèrement douloureux, ils n'arrivent plus à bouger l'épaule, mais c'est aussi parce que ils font pas d'activité physique, ils font pas de sport, et tout ça entraîne ce genre de problème. Et pour finir sur les conseils que je peux donner, c'est aussi de dire aux patients, à les auditeurs de ton podcast, que faites attention quand on parle d'injection dans l'épaule, parce que de plus en plus souvent, malheureusement, il y a des patients qui viennent et à qui on a fait 5, 6, 10 injections de cortisone dans l'espace de 3-4 mois. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas préconisé dans les protocoles, qui peut actuellement faire du tort aux patients et qui peut même causer des arthrites septiques qui peuvent être extrêmement sévères. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc ensuite, quand tu as trop d'injections de cortisone dans l'épaule, ça va aussi endommager donc le métabolisme à l'intérieur de l'épaule et sévèrement endommager la qualité de l'os ainsi que la qualité du tendon, de sorte qu'un jour, si ce patient elle a besoin d'une opération,
ça devient encore plus compliqué pour opérer par la suite. Ben merci pour toutes ces informations. Alors, je reviens toujours à cette histoire de coiffe des rotateurs dans cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez évoquer, qu'on n'a pas évoqué ? Oui, éventuellement, c'est sur les patients qui ont des dislocations, des luxations antérieures de l'épaule, surtout les patients qui ont plus de 50-60 ans. Chez ces patients-là, des dislocations sont souvent accompagnées de déchirures de la coiffe. Donc, de ce fait, c'est des patients à qui il faut faire un IRM, déjà pour poser le diagnostic, pour savoir s'ils ont une déchirure ou pas, parce que j'ai moi-même vu 2-3 patients de plus de 60-70 ans qui se sont déchirés actuellement tous les tendons de l'épaule suite à des luxations, et ils ont été réduits aux urgences, ils viennent à la consulte et l'épaule elle bouge plus. Donc ils sont douloureux, ils pensent que c'est à cause de la dislocation, mais c'est actuellement pas la dislocation qui fait la douleur, c'est le fait que les tendons sont complètement déchirés. Et quand on leur dit de bouger l'épaule, donc c'est une épaule qui est pseudo-paralytique. Donc, quand on parle de pseudo-paralytique, ça veut dire que elle n'est pas paralysée, mais le patient, ils n'arrivent plus à bouger parce que les tendons sont plus attachés à l'os. Donc l'épaule, elle bouge plus. Le patient, il fait 20-30 degrés d'abduction, de rotation interne. Ensuite, il peut plus faire de mouvement. Donc, chez ces patients-là, c'est des patients qui vont demander une opération, donc une réparation de tous ces tendons-là, parce qu'ensuite, si on les répare pas, éventuellement, petit à petit, elles vont se rétracter parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Et ensuite, on perd la chance d'un retour à la normale rapide pour ces patients-là. C'est ça, et au contraire, plus de chances d'évoluer vers une prothèse plus tard. Oui, éventuellement, parce qu'ensuite, si on a des patients qui ont été laissés comme ça pendant 5-6 mois, voire 1 an, avec une rétraction totale des tendons, c'est la prothèse, premièrement. Et deuxièmement, même après la prothèse, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup bougé l'épaule, c'est souvent des résultats post-opératoires, post-prothétiques qui sont pas excellents. Parce que moi, quand je vois un patient, la question que je me pose, c'est quelle différence mon opération va faire pour ce patient-là. Donc, éventuellement, si pour ensuite avoir des résultats qui sont 10%, 20%, qui fait pas beaucoup de différence pour le patient, juste une opération qui a été faite avec un joli radio post-opérateur, ça change pas beaucoup pour le patient. Bien sûr, c'est logique. Mais écoutez, Dr Sanassi, je vous remercie énormément pour toutes ces précisions sur la coiffe du rotateur et sur la chirurgie de la coiffe des rotateurs. Et puis j'espère qu'on pourra faire prochainement un entretien sur un sujet différent. Merci Dr Fischoff, c'est un plaisir d'être sur votre podcast. J'espère moi aussi qu'on pourra parler de choses et de discuter d'un sujet différent la prochaine fois. Très bien, à bientôt alors. Merci. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs, et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.